Alors, qu'est-ce que la géostratégie et la balkanisation? D'accord. Donc, les éléments de définition, d'abord, c'est la combinaison de la géographie avec la stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place des schémas mentaux de la stratégie qui vont s'appliquer à des processus géographiques, en tenant compte évidemment de l'histoire, mais avant tout, on regarde les structures géographiques. Donc, ça peut être les mers, les passages, les montagnes, les points de rupture, ce qu'on appelle des frontières naturelles. Et on va essayer de voir l'évolution sur le plan tactique, opérationnel et stratégique. Mais en tout cas, le fondement, ça sera la géographie dans le sens le plus courant du terme, mais avec en amont un appareil stratégique, c'est-à-dire qu'on interprète un échiquier. On ne considère pas simplement que c'est 64 cases. On regarde comment elles sont disposées. Donc, par exemple, si c'est 8 par 8, si elles sont de couleurs différentes en alternance, ça donne déjà des éléments qui vont servir ensuite à définir les acteurs. Donc, on va passer du cadre au champ d'action, puis au champ de bataille. Pas forcément en termes guerriers, hein, mais c'est simplement, ça peut être aussi des relations dures entre deux États, pas forcément donc en phase de guerre, mais quand même difficile. Donc on peut prendre par exemple un exemple classique qui concerne aussi les auditeurs, c'est la frontière de l'Arménie avec la Turquie qui est gérée par la Russie. Donc on ne peut pas dire que ce soit une situation de guerre, on ne peut pas non plus dire que ce soit quelque chose d'équivalent aux accords de Schengen. Donc, dans ce schéma géostratégique, il y a la balkanisation. Alors, Voilà. la balkanisation fait référence aux Balkans. Bon, on s'en souvient tous dans nos livres d'histoire, mais pour aller un peu plus, ça paraît évident comme ça, mais je pense qu'il faut quelques explications. Voilà. Alors, l'idée de la balkanisation, en fait, c'est de dire que quand on est en point de contact d'un triple point de contact, donc on a trois grands systèmes dynamiques, il y a énormément de pression au centre, donc d'une situation qui ressemble au symbole de Mercedes. Eh bien, au centre, on ne peut pas avoir de grands États. Donc, en général, on en a des petits. Donc, les Balkans, c'est l'exemple le plus frappant, et ça a toujours été perturbant, puisqu'on disait toujours la poudrière des Balkans. Mais un exemple équivalent, c'est le Caucase. Un exemple équivalent, c'est le Kurdistan. Dans tous les cas, on a forcément au minimum trois grandes puissance, on pourrait dire, mais ça peut être des systèmes dynamiques qui vont gérer cette pression. Et là, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on a tendance à penser, avec une vision de type frontière, que c'est quelque chose qui va s'effacer. Et contrairement à ce qu'on pense, ça se stabilise. Et ça se stabilise avec des petits États, certes, mais qui sont toujours là. Et là, ce qui est vraiment impressionnant de voir sur le plan historique, à partir de cet élément géostratégique, c'est que bien qu'on parle tout le temps de la poudrière des Balkans, eh bien ça fait des siècles que ces peuples sont là. Et c'est pareil pour le Caucase. Donc on peut avoir des très petites régions qui expliquent sur le plan vital que malgré un espace relativement confiné, elles existent à travers le temps parce que c'est complètement stabilisé par le fait qu'il n'y a jamais seulement deux, mais trois au minimum. Si on a deux, on a un point de frontière, et donc la frontière peut se déplacer. On pourra le voir aussi quand on parlera des traités. Quand on a un point triple, chacun des participants au point triple presse sur les deux autres, et donc crée un point de stabilité au milieu. Donc on pourrait imaginer, pour donner un autre exemple plus dynamique, eh bien c'est l'œil du cyclone. On pourrait croire que justement que l'œil du cyclone, ça doit être le pire des éléments. Et en fait, tout le monde sait très bien que si on est vraiment dans l'œil, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on arrive vers le bord, et là c'est pareil, quand on est complètement au centre, il y a un sentiment de vie qui peut s'installer, et même durable. Alors que quand on va vers les frontières où il y en a seulement deux, donc là ça peut être vite déplacé, et à partir du moment où on est un petit élément, là, un petit élément de ce type-là peut être rapidement absorbé par une des deux grandes puissances. Alors, est-ce que dans ce schéma géostratégique, je prends un autre exemple, est-ce que la Suisse, pendant, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, est dans ce cas de figure? Oui, alors complètement. Et la différence, en fait, c'est que là, on a 4 points de contact. Hein.
Au niveau de la Seconde Guerre mondiale, je pense que tu parles avant tout du système nazi, fasciste et de la France, parce qu'en fait, évidemment, avec l'Anschluss, on avait l'Autriche qui était absorbée. Donc effectivement, on a un point de ce type, mais là, il est complètement stabilisé par le fait qu'on a des montagnes et on n'a pas de structure différente. Mais si on le voit au niveau étatique. Par contre, si on regarde comment fonctionne la Suisse, ben on va se rendre compte que au niveau dialectal, on a quand même bien des langues différentes, hein, puisqu'on va avoir la Suisse romande, etc. Et on va avoir une population relativement petite, stabilisée, avec un substrat local. Et le fait qu'elle soit stabilisée, c'est même démontré par la garde du pape, puisque c'est toujours des Suisses qui le protègent. Donc on voit bien quand même qu'il y a une grande tradition. Donc on pourrait se dire, a priori, ben, la Suisse devrait disparaître avec les éléments de pression triple. Et cet exemple montre bien qu'on peut avoir quelque chose qui soit stabilisé au sein de 3 grandes pressions. Au contraire, on a l'impression que entre ces plaques entre guillemets tectoniques, elle émerge comme un point justement d'ancrage dans cette Europe centrale. Mais c'est au départ dû au fait qu'on a des montagnes. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait imaginer l'équivalent avec un champ plat. Eh bien, on se rendre compte que le point de contact, le triple, se déplacerait facilement. Et ce qu'on peut remarquer aussi par le processus de balkanisation, c'est souvent qu'on va avoir un espace qui va être associé à un relief, on pourrait dire dans un premier temps accidenté, mais en tout cas qui permet de faire des remparts qui se stabilisent. D'où la géostratégie. C'est ça. L'importance de la géographie dans l'explication des phénomènes. Exactement, parce que ça va être l'échiquier de base. Donc après, les règles au jeu d'échecs peuvent sembler être plus importantes, mais pour donner un exemple concret, au jeu d'échecs, on utilise souvent le roc, le petit roc et le grand roc. C'est simplement dû au fait que l'échiquier a des angles. Si vous placez sur un échiquier cylindrique ou un échiquier sphérique, eh bien, ça n'a plus lieu d'être. Donc on voit bien que le substrat géographique va influencer le comportement géostratégique, mais évidemment, il faut savoir jouer au jeu d'échecs pour s'en rendre compte. Sinon, ça semble être simplement un détail. Évidemment, toutes ces notions qui nous amènent à cette réflexion, on va passer aux régions qui nous sont, d'un point de vue géostratégique, intéressantes, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est-à-dire les Balkans, l'Empire ottoman et le Caucase. On va peut-être commencer par l'Empire ottoman et cette notion de balkanisation, parce qu'on a cette notion de l'Empire ottoman, grand empire, qui avait une étendue, il me semble, de 5 millions de kilomètres carrés au XVIe siècle, et qui petit à petit s'est morcelé. Mais ça n'a pas toujours été une faiblesse d'ailleurs, ce morcellement en tout cas. Non, pas forcément, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si on commence par l'Empire ottoman, on pourrait se rendre compte que les 3 exemples qu'on a donnés de points triples, c'est-à-dire les Balkans, le Caucase et le Kurdistan, sont bien des points de contact de l'Empire ottoman. Donc ce n'est pas par hasard. Alors lui-même va se forger en bord de la Méditerranée à partir du moment où on va avoir les peuplades mongoles qui vont venir plus près. Mais ce qui est important, c'est que on a 2 points d'entrée. Donc on a Constantinople, et par la suite, après 1869, on va avoir le canal de Suez. Donc ça veut dire que la Turquie va jouer dans cette zone. Ensuite, avec le point de contact triple des Balkans, eh bien, on se retrouve face à, d'une part, la Russie et d'autre part, à l'Empire austro-hongrois. Et la Russie va aussi intervenir au niveau des Caucases, avec cette fois l'intervention aussi de l'Empire perse, enfin la Perse, et ensuite par ailleurs l'Iran, qui va lui-même être en contact avec la Turquie et l'Irak pour former le 3e point triple. Donc on voit bien que sur le plan de l'Empire ottoman, ce qui est assez intéressant, c'est que le point de vue plutôt, on va dire, méditerranéen, européen, c'est de considérer que la Turquie est de face. Le point de vue plutôt arménien, européen, on va dire ouralien, de l'autre côté, c'est de voir l'Empire ottoman par derrière. Et donc en fait, on va avoir une juxtaposition de 2 points de vue complètement différents, le problème du front et le problème de l'arrière-front.
Et la combinaison des deux, comme point de jonction, eh bien, nous permet de dire la chose suivante, c'est que ce qui paraît être très stable, comme semble être l'Empire ottoman pendant des siècles, en réalité, c'est une plaque dynamique qui bouge sans arrêt autour de ces points d'ancrage qui, eux, ne bougent pas. Par exemple, le peuple arménien est un peuple autochtone. Dans les Balkans, on a aussi des peuples autochtones. Au Kurdistan, on a aussi des peuples autochtones, avec les Assyriens et les Kurdes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a donc en fait une immense pression qui vient d'un seul coup dans l'espace de l'Anatolie. Elle va avoir des points de frontière avec l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois. Les points de contact vont exactement se faire sur les points stabilisés des petits peuples autochtones. Et donc, on va avoir aussi des problèmes. Alors, l'Empire ottoman a su exploiter habilement ces peuples qui habitaient la région et elle sous-traitait, entre guillemets, à travers les chrétiens et puis les différents peuples qui étaient sur son territoire. Est-ce que c'était une ingénierie, bien pensée de la part des autorités ottomanes ou c'était le fait simplement de cette impossibilité de contrôler totalement le territoire? Et en fait, c'est la combinaison des deux. Donc d'abord, il y a une impossibilité de contrôler l'ensemble du territoire. Ensuite, on a des points de contact avec des grandes frontières où là, les remises en jeu sont assez difficiles parce qu'on a bien une guerre entre la Turquie et la Russie. Il en est de même avec l'Empire austro-hongrois qui détient d'ailleurs le record mondial de guerre avec l'Empire ottoman, parce que des fois on oublie, on pense que c'est d'autres personnes. Et ces points de contact, en fait, du fait de la présence de peuples autochtones, eh bien, vont engendrer un phénomène de points d'accumulation et un phénomène de stabilisation qui ne dépendra pas de l'autorité centrale. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire ottoman va beaucoup utiliser, évidemment, Constantinople. Ankara, c'est complètement récent, donc c'est un autre point de vue. Mais le point de vue est simplement au niveau de l'esprit. Sur le plan stratégique, c'est le point de vue complètement byzantin. Donc il va y avoir une exploitation des ressources de ce qu'on appelait les thèmes byzantins pour faire quelque chose d'équivalent avec le système aussi des califats. Mais en réalité, c'est pareil, on peut le retrouver aussi avec les États arabes unis. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir beaucoup d'émirs implantés différemment et la gestion de leur comportement pour se faire de manière centralisée à partir du moment où on arrive à leur faire dire, ou en tout cas leur faire croire qu'ils ont un rapport privilégié et surtout qu'ils ne sont jamais vraiment ensemble. Donc l'avantage d'avoir ce type de système, donc c'est diviser pour régner, hein, ça revient à dire qu'il ne faudrait pas que les émirs se mettent ensemble, parce qu'alors on aurait un problème. Il ne faudrait pas que l'ensemble des peuples chrétiens se mettent ensemble. Et des fois, on peut très bien avoir aussi l'exploitation d'un peuple pour maltraiter un autre, tout en étant contrôlé par le système. Alors ça donne l'impression, à petite échelle, qu'il s'agit d'un événement tactique. Je pense de façon concrète le comportement des Kurdes avec les Arméniens. Alors qu'en fait, on sait très bien que les Kurdes ne faisaient pas ça d'eux-mêmes. Ils étaient complètement contrôlés par le système de l'Empire ottoman, mais ils étaient exploités dans le sens où s'ils ne le faisaient pas, ils avaient des problèmes eux-mêmes. Donc des fois, quand on regarde ça à petite échelle sur le plan tactique, on a l'impression que c'est une opposition entre deux peuples. En réalité, sur le plan stratégique, donc c'est ça la deuxième partie, c'est l'exploitation de faiblesses locales pour générer des problèmes de friction, alors qu'en fait, ils n'ont pas lieu d'être. Et ensuite d'arriver en arbitre finalement pour calmer Toujours. la situation. De toute façon, c'est ce qu'on dit même en boxe, l'arbitre ne perd jamais. Évidemment. Et donc évidemment, là, l'arbitrage pourra être intéressant, surtout s'il est éloigné. Donc il donnera toujours l'impression d'une neutralité, mais on sait très bien d'abord que la neutralité est vraiment un épiphénomène. Donc si c'est une neutralité instrumentalisée, eh bien on va avoir un apport très différent sur les deux parties. On peut le voir aussi de façon concrète
dans les traités, mais on peut le voir simplement dans les rapports de force entre les États, où on a des États qui jouent sur les deux petits, et on a l'impression que, eh bien, ils jouent de manière double, comme on dit en diplomatie, et en même temps, c'est un point de vue stabilisé autour d'un système de balance. Le problème, c'est que les deux États en souffrent. Donc l'arbitrage se fait toujours au déficit de l'un d'entre eux, mais en fait on peut remarquer que ça change suivant la stratégie adoptée par la puissance centrale. Je vous rappelle que nous sommes avec Nikos Ligeros, conseiller stratégique. Nous sommes sur Radio Arménie, sur 102.6 et 106.1 dans la région de Vienne et du Grand Lyon, ainsi que sur internet radioarménie.com. Retour après cette petite pause musicale au niveau du dialogue, enfin de l'entretien que nous avons avec Nikos Ligeros, conseiller stratégique. Le dialogue, ça va très bien. Dialogue, ça va très bien, n'est-ce pas? Ouais. Donc, avant la pause, vous développiez la balkanisation de l'Empire ottoman pour un peu comprendre le processus qui avait été mis en place à l'époque dans cette région-là. Alors, au niveau de cette analyse, comment on peut projeter ce schéma-là dans les temps actuels, avec les Kurdes qui sont aussi présents sur le territoire de la République de Turquie, mais pas seulement, autour dans les pays limitrophes. Oui, Irak et Iran. En fait, c'est un schéma mental qui est diachronique. Donc il n'est pas simplement référencé dans le passé, on peut le voir dans le présent et même on le verra dans le futur. C'est la même chose que pour l'élément de frontière. Un élément de frontière, c'est simplement le point de contact de deux entités. Ce processus-là représente ce qu'on pourrait appeler, dans le cas de mathématiques, d'un algorithme de Newton, un point de contact triple. Et ce point de contact triple a toujours lieu d'être, sinon en fait on aurait simplement des États limitrophes de façon simple et pas avec une complexité de frontières. Donc sur le plan actuel et concrètement, eh bien, on voit bien qu'effectivement ce qu'on appelle le Kurdistan semble ne pas exister en tant qu'État. Pourtant, il a même fait partie de certains traités, de façon éphémère en tout cas. Et malgré tout, il y a bien un peuple. C'est pareil pour les Assyriens, enfin ce qu'on appelle les Assyro-Chaldéens. Donc, de nouveau, on va revenir au processus géographique. On va se rendre compte qu'il y a deux fleuves qui sont très importants, le Tigre et l'Euphrate, dans la région. Ils ont un comportement quasiment maritime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce type de comportement pourrait caractériser aussi le Nil. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, on est carrément dans le désert. Donc ce point de contact avec ces fleuves est aussi important que l'espace maritime d'un pays avec la mer. On voit vraiment la différence. De toute façon, on est à Lyon, donc on sait très bien que le point de contact de la Saône et du Rhône a généré la ville de Lyon. Donc c'est de nouveau la même chose. On a deux grands fleuves très importants, un accès à la mer aussi très important, donc je parle de la partie sud, et ensuite on a ces plaques importantes qui vont presser dessus, à savoir l'Empire perse, l'Empire ottoman et évidemment l'Irak. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on peut dire que ce peuple existe, alors qu'on pourrait penser dans un premier temps qu'il ne devrait pas exister. Pas de façon raciste, mais de manière, on va dire, pragmatique. Donc, en réalité, le contraire, c'est qu'une analyse du substrat géographique dans un espace géostratégique nous permet de dire qu'au contraire, il devrait y avoir quelque chose dans cette région, en tant que triple point de contact. Et effectivement, on a les Kurdes qui sont là depuis des siècles. Alors il faut imaginer, par exemple, dans l'espace français, on est habitué à des frontières relativement stables, dues aux Pyrénées, aux Alpes, et on se dit qu'il y a quand même un espace territorial qui est associé à une nation. On a beaucoup de mal dans l'espace français à imaginer un peuple sans pays, sans État. Or, c'est le cas avec les Kurdes. Et ce qui est quand même surprenant, et c'est pour ça que ça représente une sorte d'exégèse, ce triple point de vue, c'est que ça ne devrait pas exister en tant qu'État, ça existe quand même en tant que peuple, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ça va exister aussi en tant qu'État. Alors, est-ce que ça sera morcelé? Est-ce que ça sera des petits États?
Est-ce que ça sera quelque chose de type tribal, comme on peut voir en Libye? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vont choisir les Kurdes eux-mêmes. Mais ce qui est fondamental, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'un élément géostratégique explique l'existence d'un peuple, alors qu'une analyse politique pourrait démontrer son absence. Alors, un des points faibles peut-être justement de cette présence du peuple kurde sur ces différents territoires, c'est aussi le fait qu'ils sont associés à d'autres peuples sur ces territoires, les Assyro-Chaldéens, les Turcs en Turquie, des Arméniens islamisés, etc. Est-ce que cela n'est pas un facteur justement, comme à l'époque des Milliettes, un facteur qui peut être très dangereux pour balkaniser la situation par les gouvernants actuels de la Turquie, par exemple? Oui, mais tout à fait judicieux comme remarque, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Si on regarde par exemple l'ancienne Yougoslavie, hein, donc c'était les Slaves du Sud, donc le grand principal acteur dans les Balkans, eh bien la Yougoslavie a existé. Ensuite, elle s'est scindée, donc on a eu un retour à un phénomène de frontières, c'est-à-dire que à peu près 100 ans après, on a eu de nouveau le même phénomène, mais on voit bien qu'il peut y avoir une sorte de fédération. Donc le problème, c'est ses limites. Alors c'est limite par rapport aux pressions. Ce qui se passe, c'est que quand les pressions extérieures se modifient et, disons, s'allègent, on commence à avoir des pressions intérieures si on a, par exemple, des problèmes de différence religieuse. Un substrat qui peut apparaître comme nationaliste sur le plan local. Donc là, dans ce cadre-là, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces peuples-là, assyro-chaldéens, arméniens et kurdes, vivent depuis des siècles dans cette région. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et on se demande quel va être leur comportement. Le comportement sera relativement simple dans le sens où s'il y a une région qui est stabilisée et qui fait apparaître par exemple quelque chose comme le Kurdistan, ça serait l'équivalent pour l'Arménie. On pourrait se dire, eh bien, le problème c'est le choix. C'est-à-dire qu'ils vont se positionner par rapport à quoi? Se dire, moi par exemple, je suis arménien, même islamisé, est-ce que je préfère être au Kurdistan ou en Turquie? C'est ça le problème. Donc en fait, après, il y a un positionnement personnel en tant qu'individu par rapport à sa société, mais sur le plan des principes géostratégiques, il n'y a pas de modification. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un espace confiné sur le point triple, 3 grandes pressions, et ensuite on va avoir un champ qui va s'activer, à savoir, si la personne décide d'être dans l'espace confiné, elle va rester, mais là où elle risque d'avoir un problème, c'est quand elle va décider d'appartenir à un des grands 3. Parce que l'un des grands 3, quel que soit celui-ci, aura une tendance à expédier cette particule loin, parce qu'elle ne voudra pas avoir cette particule au point de contact du champ de confinement. Donc, il faut bien se rendre compte, ça veut dire que, concrètement, soyons honnêtes, ça s'appelle déplacement de population. Donc, un déplacement de population, il est dû à quoi? Simplement, c'est qu'on voudrait avoir une sorte de buffer zone, une zone stabilisée à l'extérieur. Donc, le plus vraisemblable, c'est que les gens vont se mettre en processus de confinement, que c'est ce qui permet de survivre depuis des siècles. Et donc, on peut avoir une réalité étatique à partir du moment où ces minorités seront plus respectées dans cette région qu'à l'extérieur vis-à-vis des 3 grands puissants. Est-ce que c'est justement des minorités ou c'est des peuples qui, au niveau numérique, tout ça, représentent quand même dans ces zones-là la majorité? Bien sûr. Alors là, c'est toujours le même problème. Donc on le voit aussi bien en Yougoslavie, enfin dans le système des Balkans eux-mêmes, ou aussi bien dans le Caucase. Le problème de minorité et majorité, c'est toujours très tendancieux. Donc je pense que il y a un élément qui peut pas être différent, c'est la convivialité, à savoir, un peu surprenant dans un cadre géostratégique, mais à savoir plutôt la compatibilité entre 2 peuples à vivre dans un même village, avec un village où on peut avoir un retournement de la majorité-minorité et que ça ne soit pas un problème. Donc on peut le retrouver aussi dans des processus de type Albanie, Kosovo, etc. Là c'est pareil. Le problème, c'est la compatibilité. Alors, cette compatibilité, si elle est d'ordre religieux, eh bien, c'est moins gênant. S'il n'y a pas de compatibilité religieuse, alors ça veut dire qu'il y a une stabilité simplement par la pression extérieure, ce qui veut dire que quand la pression extérieure
va diminuer, on va avoir une résurgence de ces différences. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une capacité à vivre ensemble? Donc ça, on sait que ces peuples peuvent vivre ensemble. Donc, effectivement, le problème, c'est que à partir du moment où il y aura une étatisation, il va y avoir une volonté de dire c'est l'état de quoi? Bon, si c'est le Kurdistan, eh bien, ça ne sera pas, si vous permettez le néologisme, ça ne sera pas l'Arménistan. Donc, si par exemple c'était l'Arménistan, on pourrait se dire qu'est-ce que vont faire les Kurdes là-dedans? Donc là, c'est le Kurdistan, qu'est-ce que vont faire les Arméniens? Eh bien, les Arméniens, ils ont quand même l'habitude, en termes de diaspora, de savoir ce qu'ils font, et d'être capables de s'intégrer sans se désintégrer, parce que c'est quand même une volonté, ça. Et c'est affiché et c'est approuvé par l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Donc, la problématique est la suivante, c'est soit ils vont se décaler. Donc, s'ils se décalent, ça veut dire que concrètement, ils vont se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler, en tout cas en Turquie, dans l'Arménie occidentale. C'est-à-dire tout dépend de quel est le Kurdistan. Là, il faut qu'on se réfère à la géographie. Voilà, c'est ça le problème. Pour nos auditeurs, pour que ce soit un peu clair, quand vous dites ça, qu'est-ce que ça implique ou sur quoi vous vous basez? On le verra peut-être dans l'émission sur les traités, mais ce que je voulais dire, c'est que si on prend quelque chose de relativement stable, en tout cas dans l'état actuel de l'esprit, c'est par exemple la carte du traité de Sèvres. Donc dans la carte du traité de Sèvres, on a bien ce qu'on pourrait appeler une sorte de grande Arménie, parce que c'est quand même bien plus grand que l'Arménie actuelle, et on a bien le Kurdistan. Donc on a bien des frontières qui s'appliquent à cet endroit-là, et je parle de ces frontières-là. Donc si vraiment un Arménien se retrouve au Kurdistan et n'a pas la volonté d'être dans ce système étatique, en fait il va se déplacer. Quand il va se déplacer, il va se retrouver rapidement en Arménie occidentale et pas du tout encore en orientale. Alors c'est intéressant cette notion d'Arménie occidentale qui n'est pas forcément très connue parce que depuis quelques années... Mais elle mérite d'être connue en tout cas. Elle mérite d'être connue parce que vous parliez des peuples autochtones tout à l'heure. Bon là aussi, je pense que c'est aussi une notion assez récente depuis une dizaine d'années pour beaucoup de nos auditeurs parce que... Oui, pas sur le plan international quand même. Oui, pas sur le plan international, mais disons dans l'analyse ou les références des populations, le fait de dire que c'est un peuple autochtone, d'ailleurs, ça a été sujet à débat, puisque certains disent que les Arméniens ne sont pas un peuple autochtone, que cette convention ne concerne pas le peuple arménien. Quelle est votre position à vous et quels sont les arguments qui trancheraient en la faveur? De toute façon, l'argument le principal, c'est l'histoire. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui dit que le peuple arménien n'est pas autochtone soit vraiment sérieux. Donc je pense bien qu'il puisse le dire dans un cadre dogmatique ou dans un cadre fanatique pour dire que bon, il vaut mieux ne pas le dire. Mais en tout cas, enlever aux Arméniens le droit de s'appeler peuple autochtone, c'est simplement être irresponsable vis-à-vis de l'histoire. Donc ça, il n'y a pas vraiment d'argumentation à faire là-dessus. Il suffit de regarder l'histoire du peuple arménien. Mais pour moi, le point de vue, le changement, je pense que c'est à ça que vous faites référence sur le peuple autochtone, c'est plutôt que maintenant on commence à le revendiquer. C'est-à-dire qu'avant c'était quand même une sorte l'esprit de la loi, et maintenant il y a des peuples autochtones qui se mettent en accord pour revendiquer des choses concrètes vis-à-vis de ça. Alors c'est assez récent, ça, parce que la Convention des Nations Unies 2007, finalement. C'est ça. Et d'ailleurs... Mais si c'est récent et ça s'est appliqué à partir de 2007, c'est parce qu'en fait, il y a eu des pressions de la part de plusieurs peuples autochtones pour avoir un problème de convergence. C'est un peu comme le droit de la mer. Il est né en 82 au sens de la ZE, comme on en avait parlé, et c'est parce qu'il y avait au moins 160 États qui le voulaient. Donc avant, il y avait énormément de travaux. Là, c'est exactement la même chose. On avait des travaux dans ce sens au niveau des peuples autochtones, mais on n'avait pas l'aspect revendication. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure aussi, la revendication sur quelque chose dont on a le droit est complètement différent de simplement de la réclamation. Donc là, les revendications maintenant sont plus concrètes. Et par rapport à l'Arménie occidentale, on voit une énorme évolution qui est sensible même en Arménie actuelle, où on va avoir une tendance... il y a 3 étapes pour moi. Donc il y a d'abord Arménie-Turquie,
Arménie, territoire occupé Turquie, et Arménie, Arménie occidentale. C'est complètement différent comme point de vue, mais finalement, si on réalise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, si on réalise que les premiers territoires occupés qu'il faut libérer sont ceux du cerveau, eh bien on peut se rendre compte que le changement de position de notre point de vue peut amener des perspectives complètement utopiques dans un autre cadre et complètement réalistes dans un autre. C'est-à-dire que ce changement de phase opérationnel au niveau mental permet de voir les choses totalement différentes, de manière différente. Alors pourquoi? Parce que si on met deux États, on a l'impression qu'il y a une stabilité. Si on met territoire occupé, ça veut dire que c'est occupé et ça pourrait ne plus l'être. Si on met un autre nom qui était antérieur avec l'aspect autochtone, donc là, on peut appeler un retour. Ce qui veut dire qu'en fait, l'étape première était simplement une étape intermédiaire. Donc je vais vous donner un exemple peut-être un peu plus abstrait, mais en tout cas qui va dans ce sens-là. L'habitude des sociétés considèrent que l'espace de la paix, c'est l'espace stable, et l'espace de la guerre, c'est l'espace instable. En stratégie, on fait exactement le contraire. On considère que ce qui est stable, c'est la guerre, et que de temps en temps, il y a une instabilité, ça s'appelle la paix. Et je peux vous dire que ça change complètement le comportement des gens quand ils voient, ils analysent une situation. Donc, on se ramènera aussi à ce genre de problème aussi dans les traités, mais ce qui est important, c'est de se dire que si on considère que ce qui est normal et ce qui représente un phénomène pour l'autre, et donc quelque chose d'extraordinaire, on va se rendre compte qu'il va y avoir un autre schéma qui va apparaître, c'est que la rareté pour la rareté n'est pas rare. Donc la rareté, alors pour être concret, imaginez donc un champ avec plein de marguerites et un seul coquelicot. Eh bien, pour le coquelicot, c'est sa vie d'être comme ça. Pour la marguerite, de voir un coquelicot, ça représente une exception, quelque chose qui n'est pas normal. Donc ils vont considérer finalement que c'est un coquelicot, enfin, ou plutôt c'est même une marguerite jaune, enfin rouge en l'occurrence. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qui paraît être rare pour les marguerites, c'est simplement la vie du coquelicot. Et là, je reviens à notre thématique, c'est que des fois, dans un espace considéré plus comme occupé, mais nouvelle zone, eh bien c'est différent la chose. Par exemple, reprenez l'espace français avec la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle la zone libre. D'abord, pourquoi on l'appelle libre? C'est parce que l'autre est occupé. Vous voyez, même la notion de liberté se réfère à l'occupation. Parce que par exemple, maintenant, on ne dirait pas que la France est une zone libre. On dirait simplement que c'est la France. Si on occupe une toute petite partie de la France, l'autre partie sera automatiquement nommée libre. Donc maintenant, imaginons, on le fait ensemble, que l'Arménie, on ne l'appelle plus l'Arménie, mais on l'appelle l'Arménie libre. Eh bien, ça change les données. Parce que d'un seul coup, on va se rendre compte que ce qu'on appelle la Turquie, de manière classique, finalement peut être quelque chose de totalement différent, et donc être un territoire occupé. Ce qu'on appelle l'Arménie, en considérant qu'elle est complètement confinée par rapport à l'espace où elle était avant, eh bien, pourrait être simplement la partie libre. Et maintenant, si on ramène ça au processus de l'Artsakh, eh bien, on pourrait se rendre compte que le changement de position sur le plan cérébral a permis une libération sur le plan pratique. Donc finalement, la République d'Arménie actuelle, quand on parle de l'Arménie orientale, République d'Arménie orientale, même si dans les faits, ce n'est pas la dénomination officielle, c'est aussi déjà une libération dans ce sens. Bien sûr. Alors, Nikos Ligéros, je vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir de nouveau sur les antennes de Radio Arménie. Et j'invite donc nos auditeurs à nous écouter sur radioarménie.com sur Internet. Avant de terminer, je voulais quand même conseiller un livre de Vincent Duclerc, le dernier livre de Vincent Duclerc, La France face au génocide des Arméniens, aux éditions Fayard Histoire. Je pense que vous serez d'accord, un livre incontournable. De toute manière. Merci, au revoir.